Voilà, les matins de RSI, nous sommes dans la deuxième heure, l'actualité des arts et de la culture. Nous allons parler de littérature. Nous sommes avec Arfan Sarr, artiste lauréat du prix de la Maison africaine de la poésie internationale 2013, un prix décerné dans le cadre de la 8e édition des rencontres poétiques internationales qui se déroulent en ce moment à Dakar. Arfan Sarr, bonjour. Bonjour Alioune. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté dans ce studio. Oui, le plaisir est partagé. Donc, je reviens à RSI. Donc, cette fois, la première fois, c'était à l'occasion d'un festival de cinéma, Image et Vie. Donc, aujourd'hui, c'est les rencontres poétiques internationales. Donc, tout le plaisir est pour moi. D'accord. Arfan, vous avez gagné ce prix. Apparemment, vous êtes surpris. Si on s'appuie sur l'article du journal Le Quotidien, l'article de notre concert Dieynaba Kane, apparemment, ça vous a surpris. Oui, tout à fait. Ça m'a surpris dans la mesure où je ne m'attendais pas à recevoir ce prix-là. Pas pour cette édition en tout cas. Je suis allé là-bas comme je le fais d'habitude pour capter, donc étant réalisateur, donc archiver, donc faire un reportage et voilà. C'est comme ça qu'on a prononcé votre nom, voilà, ton nom comme ça. C'est mon nom, j'ai dit, ben voilà. C'est quoi ces histoires? Ces histoires, c'est une surprise. Mais bon, je dois dire que c'est une surprise quand même intéressante, agréable, oui. Et puis c'est un prix quand même très très important, prestigieux pour dire, et ça me motive véritablement à écrire davantage et à pousser véritablement la création poétique de l'avant. D'accord. Les rencontres poétiques internationales ont primé quoi? Une œuvre de Arfan Sarr ou bien l'ensemble de son parcours littéraire? Oui, je pense que le prix de la MAPI récompense un poète pour son parcours littéraire. Donc, ayant publié déjà la litanie pour les cheveux de Fadima, qui est mon premier recueil. Sorti en quelle année? Sorti en 2006, ouais. Et qui avait gagné à l'époque le Grand Prix Birago Diop de poésie. Donc voilà, pour moi c'est une espèce de consécration, même si voilà, je garde les épaules, comment dirais-je, la tête sur les épaules. Bien sûr. Donc je sais qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir encore pour véritablement atteindre le niveau parce que le Sénégal c'est un pays de poésie. On a de très très grands poètes et comme je disais la dernière fois, c'est une flamme qui est difficile à porter, donc en termes de relève et tout. Mais nous, la génération qui vient d'arriver, nous nous battrons pour véritablement garder haut ce flambeau de la poésie. D'accord. Voilà. Jusque-là, vous avez publié combien d'ouvrages? Alors, j'ai publié un seul ouvrage. D'accord. Et aussi des textes dans une anthologie, donc qui a été publié en 2010. D'accord. Je vois si j'ai bonne mémoire. Mais voilà, je continue d'écrire. J'ai quand même 2 à 3 manuscrits dans mes tiroirs, mais n'ayant pas que la poésie comme activité, il y a les arts plastiques, il y a le cinéma aussi. Ouais. On va en parler justement. Ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que sûr. des fois c'est difficile de m'occuper véritablement de ces manuscrits, mais voilà, je pense que l'occasion est là pour le faire véritablement, pour les publier, quoi. D'accord. Voilà. Le prix Birago Diop de la poésie, ensuite le prix des rencontres internationales poétiques, 2 prix dans votre carrière, c'est hyper important pour la suite. Oui, c'est très... Ça motive aussi. Ça motive, c'est important pour moi. Parce que ce sont des prix, comme je le disais tout à l'heure, c'est des prix prestigieux. Parce que la MAPI, quand même, connaissant l'équipe qui est derrière avec leurs exigences et tout. Amadou Lamine Sall et tout. Voilà, c'est important pour moi. Le prix Birago Diop aussi, je pense que c'est l'un des prix poétiques, en tout cas les plus importants au Sénégal, parce que c'est un concours national, véritablement de manuscrits, et tout le monde compétit. Donc, ce sont des prix qui sont importants pour moi. Ouais. Mais voilà, je pense que je dois en même temps véritablement démontrer ou montrer que
qu'on ne m'a pas choisi véritablement par hasard. Vous avez une idée du jury, qui composait le jury? Non, je n'ai pas vraiment. On aura l'occasion d'en parler avec Amadou Lamine Sall, que nous essayons de recevoir dans ce studio. Peut-être que ce sera pour faire un bilan, mais en tout cas, on essaie de voir comment le recevoir dans les matins de RSI. Donc, vous n'avez pas une idée du jury. Arfan, vous n'êtes pas seulement poète, vous êtes artiste plasticien, vous êtes vidéaste aussi, je crois, vous êtes dans la vidéo. Comment vous faites pour combiner toutes ces activités? Ok, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est lié aussi à ma formation. Moi, c'est comme ça que je l'explique, parce que je suis scientifique de formation. J'ai un baccalauréat S. Oui. Donc, au Sénégal, mathématicien, mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles et tout. Au Sénégal, quand on fait des études comme ça, on ne vous attend pas véritablement à la littérature ou dans le domaine des arts plastiques. Mais c'est un peu par ignorance, parce que quand on connaît véritablement le contenu de la science, la façon dont la science est capable d'ouvrir l'esprit d'un individu, je pense qu'il a beaucoup plus de possibilités que la littérature d'ouvrir véritablement l'individu dans le monde, parce que la science permet de comprendre la matière, de comprendre la vie, mais véritablement dans son mode de fonctionnement. Et cette comment dirais-je, cette relation que j'ai eue très tôt avec la science m'a permis véritablement d'avoir un esprit très tôt ouvert, large vers le monde et la compréhension de la nature et du réel. Donc du coup, j'ai commencé à écrire. Bon, il y a le fait qu'aussi je suis né dans une famille littéraire. Bon, mes frères c'est des universitaires, mais c'est tous des littéraires. Donc ça, il y a eu une espèce de contamination qui fait qu'à très bas âge, je lisais beaucoup. Et quand j'ai commencé à écrire, j'étais je pense au collège, quand j'ai commencé à écrire, c'était pas tout à fait de la poésie, mais j'ai commencé l'écriture à partir du collège. Maintenant, après, il y a eu la peinture, donc la littérature, la peinture, et c'est véritablement la peinture qui m'a ouvert vers le cinéma. À travers d'abord une pratique de la vidéo d'art, c'est-à-dire la vidéo qui est produite pour être exposée dans les galeries, dans les expositions. Et du coup, bon, véritablement, étant sénégalais et sensible au réel, je suis passé au documentaire. Et du documentaire, il y a eu l'envie de raconter des histoires, donc à la fiction. Donc je pratique le documentaire, la fiction, pour des productions estampillées cinéma, mais aussi de la vidéo d'art, qui est quand même une vidéo, une espèce de forme artistique, mais conceptuelle. C'est-à-dire la vidéo a la capacité de réfléchir véritablement pour le cinéma, de réfléchir sur les formes esthétiques, ce que tu n'as pas véritablement le temps de faire dans un documentaire ou dans un film de fiction, parce que c'est une histoire que la ligne est tracée. La vidéo d'art n'est pas loin de l'installation. Oui, la vidéo d'art, elle est surtout pratiquée sous forme d'installation. Très bien. Donc, dans une exposition, on peut venir avec des films, parce que dans une salle de cinéma ou dans une projection de cinéma en plein air, un film, il a une durée, etc. Donc, du début à la fin, la projection se termine. Mais dans une exposition avec une installation de vidéo d'art, en général, les vidéos sont bouclées. C'est-à-dire, si le film se déroule jusqu'à la fin, il recommence. Donc, il est bouclé. Ça permet à tout téléspectateur ou tout visiteur de l'exposition de le voir intégralement. Ça fait partie de ses charmes. Voilà, ça fait partie. Un retardataire n'a rien à perdre. Ne perd rien. L'autre côté intéressant pour l'art vidéo, c'est que aussi c'est la liberté véritablement de penser et de manipuler les formes du point de vue conceptuel. Il y a des choses que comment dirais-je, un visiteur d'une exposition de vidéos d'art pour voir, qui ne verrait jamais dans un film de cinéma, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais c'est parce que l'espace de la galerie, l'espace artistique, qui est vraiment un espace ouvert du point de vue des formes, un espace de liberté, permet d'expérimenter véritablement des notions qui sont propres véritablement à la vidéo d'art et qui font que depuis les années 40-50, il y a une histoire maintenant de l'art vidéo qui est là, qui est abondante, qui est connue. De plus en plus, la vidéo d'art a des adeptes au Sénégal. Oui.
Donc, surtout les jeunes. Voilà, nous, notre génération, nous sommes presque les pionniers, hein, parce que c'est pas. Vous êtes jeunes et vous êtes pionniers, c'est vrai. Voilà. Armin Khan. Voilà, Armin, voilà, etc. Moi, je dis Armin. Armin Khan, la génération des Pignan, voilà, Pignan, Fatou Kandé et tout. Parce que au moment où on est arrivé sur la scène artistique, il y a eu la révolution du numérique. Donc, les outils de production de l'image numérique arrivé au Sénégal, aux alentours à la fin des années 90 et début des années 2000 avec la vidéo numérique. À l'époque, les formats de vidéo ne permettaient pas véritablement de faire des films de qualité en cinéma, mais permettaient quand même de faire des œuvres conceptuelles au niveau des arts plastiques. Et je me rappelle bien, il y a eu beaucoup de débats à l'époque. Oui, l'artiste africain ne doit pas utiliser la vidéo. 2006-2008, c'était à la Biennale 2006-2008. Voilà, avec le Dakar Lab. Une vague de présence, des outils numériques dans la Biennale. Voilà, tout à fait. Et il a fallu qu'on se batte véritablement pour légitimer, montrer que c'était un outil. Mais vous avez reculé apparemment, vous avez reculé. Hein? Bon, le pinceau a pris le dessus maintenant. Oui, le pinceau, il est toujours présent. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de conflit véritablement entre la vidéo et le pinceau. D'accord. Je pense que que ce soit la pinceau ou la caméra ou l'ordinateur, c'est un outil, quoi. L'essentiel, c'est qu'on ait quelque chose à dire, c'est qu'on ait des idées à transmettre, des concepts donc à faire passer. Et puis voilà, c'est pas le support qui est important. Voilà. Diplômé des sciences mathématiques et physique chimie et aussi sciences naturelles. J'allais dire Arfan. Arfan, est-ce que ces données scientifiques influencent directement votre travail? Ça vous inspire? Oui. Tout à fait. Du point de vue de l'audiovisuel, du cinéma, je donne un exemple. Une caméra, c'est une technologie. Une caméra, il manipule la lumière. La lumière, c'est de la science. Pour comprendre la lumière, il faut pratiquer véritablement la physique pour la comprendre dans sa nature, dans son mode de propagation, véritablement, et dans son traitement. Donc, c'est de l'optique qui est très très à l'intérieur. Et ça, quand on est cinéaste et qu'on a un parcours scientifique, ça se comporte comme, c'est-à-dire, ce sont des atouts qui te permettent rapidement de comprendre ça. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais certains exercices de physique chimie. On me parlait de caméra, de fréquence d'image, de théorie des couleurs, de théorie de la lumière. À l'époque, je savais même pas que je rencontrais le cinéma un jour. Et ce sont les mêmes choses que j'ai appris dans la formation véritablement cinématographique. Donc la science, là, c'est un atout pour comprendre la technologie et pour comprendre même la théorie du cinéma en tant que technique. Et ça te facilite aussi la transmission. Et là aussi, j'ai commencé même à enseigner le cinéma et l'audiovisuel dans une école de formation qui s'appelle TechMedia, une école de technologie. Et là, les outils scientifiques me permettent véritablement de le transmettre aisément. Et je vois que certains étudiants, certains élèves ou même certains cinéastes qui viennent de la littérature peuvent avoir un certain nombre de limites dans la compréhension véritablement approfondie du fonctionnement de base d'une caméra. D'accord. Tu vois. Le son aussi, n'en parlons pas, la lumière, etc. Donc tout est physique. Si tu veux comprendre véritablement le fonctionnement de base, il faut partir de la physique. Ok. Voilà. C'est important. Donc c'est important. D'accord. Comment se reflète la lumière dans tes œuvres d'art plastique, d'art visuel, un tableau? Est-ce que vous parlez de lumière dans votre travail à travers le ton sur le plan thématique? Oui, la lumière est une matière quand on fait de la peinture. Parce que et là ça me permet de revenir dans. Quand vous dites matière, vous dites élément? Non. Élément plastique. Non, c'est-à-dire un élément qu'on utilise, c'est-à-dire un élément dont on doit prendre véritablement sérieusement en charge, en compte. C'est-à-dire, ça me permet de revenir un peu sur la physique, parce qu'on sait que la lumière, comment dirais-je, la couleur, les couleurs qu'on manipule dans une palette, sachant que physiquement la couleur c'est de la lumière.
D'accord. Parce que la couleur, c'est des longueurs d'onde différentes. Donc, il y a la lumière blanche, par exemple, la lumière du soleil, qui est composée de sept longueurs d'onde, 7 couleurs différentes. Ça, il faut le comprendre d'abord pour pouvoir comprendre la nature ou véritablement la notion de lumière d'abord. C'est-à-dire, en termes de matière, une lumière, c'est quoi? Ça se propage comment? Et quelles sont les caractéristiques? Donc, une fois que tu comprends ça, cette théorie de la lumière, qui est aussi la théorie des couleurs, tu sais que si tu mélanges, par exemple, du jaune et du bleu, tu as véritablement du vert, etc., etc. Donc, il faut d'abord partir de cette compréhension de la lumière pour pouvoir manipuler cette couleur-là. Et donc, du coup, il devient facile de mélanger parce qu'on sait que si je fais tel dosage, voilà telle couleur que je vais avoir. Si j'ai envie de faire tel dégradé, je vois que le studio, il y a plein de couleurs. Donc, certainement, il y a un artiste qui est passé par là. Oui, les décorateurs de il a dû souffrir pour sortir toute cette tonalité-là. Donc, voilà comment ça marche. Il faut comprendre donc le comportement de cette matière quand elle est mélangée, quand elle est manipulée, quand elle doit sécher. Donc tout ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut véritablement connaître pour voir comment une peinture véritablement s'élabore, comment elle doit évoluer dans le temps. Un artiste plasticien a intérêt à s'informer, à avoir suffisamment d'informations dans le domaine scientifique peut-être. Un artiste plasticien a intérêt à faire des recherches scientifiques. Oui. Donc, compte tenu de ce que ce que vous voulez résumer. Compte tenu de ce que je viens de dire sur la peinture, c'est vrai. Parce que j'ai parlé jusque-là de lumière, de physique, mais c'est aussi de la chimie, hein. Parce que la peinture, même si tu vas au niveau des usines, des industries qui fabriquent la culture, c'est dans des départements de chimie que ça se fabrique. Donc, c'est lié, quoi. Il n'y a pas la science à côté, la littérature à côté ou le cinéma à côté. C'est la connaissance, quoi. C'est le savoir. Donc, tout est lié. Donc, en tant que poète, par exemple, si j'ai besoin d'écrire sur un certain nombre de concepts qui doivent convoquer la science, je dois véritablement avoir cette connaissance-là, donc aller les chercher. Si je dois aussi faire un film, par exemple, sur le fonctionnement de la radio, il faut que j'aille chercher ces informations-là. Et si je n'ai pas la formation de base qui me permet de comprendre véritablement en profondeur ces concepts-là, je serai limité. Voilà ce qui fait que véritablement la science, la littérature, le cinéma et la poésie, pour moi, c'est un seul domaine. Et puis, voilà, il faut s'adapter, quoi. D'accord. Nous sommes toujours avec Arfan Sarr. Barry Souley est à la partie technique. Arfan Sarr, Krao. Oui. On vous appelle Krao. Ce surnom, c'est quoi? Alors, Krao, c'est un peu l'anagramme du mot Kora. Kora, en sérère, ça veut dire l'homme, quoi. Donc, j'avais un de mes grands-parents de mes arrière-grands-parents qui s'appelait comme ça. Et étant petit, ma grand-mère me donnait ce nom pour un peu me glorifier parce que c'est une personnalité importante dans la famille. Mais après, les gens ont vu que ça correspond à Krao, qui est un personnage un héros de bande dessinée. Et du coup, ça... C'est quoi encore? Je me perds là. Donc, Krao... C'était Rahan. Le père de Rahan. Rahan, voilà. Le fils des âges farouches. Des âges farouches. Voilà. Donc, rapidement,
les gens l'ont capté, quoi. D'accord. Félicitations à mon jeune frère Arfan pour son prix de poésie de la MAPI. Bravo aussi pour sa polyvalence et doublement en accord avec lui la dimension scientifique de l'art et l'art qui est aussi une science, ensuite sur le support qui est un outil au service de l'expression. C'est signé Cheikh Ngaïdoba, président des cinéastes sénégalais associés, membre du Conseil économique et environnemental. Ah, merci au doyen Ngaïdo qui était présent. Quand vous recevez votre prix, je crois. On a vu les images à la télévision. Moi, je n'y étais pas. Donc, j'étais un peu gâté parce qu'il y avait la famille des cinéastes, famille des artistes plasticiens, et j'étais avec les poètes. Donc, c'était des moments vraiment très très intéressants, importants pour moi. Et voilà, je le salue au passage, quoi. Ngaïdo, merci infiniment, Ngaïdo, à qui nous disons encore une fois félicitations. Arfan, notre premier contact remonte au début des années 2000. 2002. Contact professionnel. C'était 2002. C'était 2002. Oui. À Blaise Senghor. À Blaise Senghor, justement, c'était la première fois que vous m'aviez accordé une interview. Oui. Moi, je vais oublier la date. Heureusement que vous l'avez retenu. Oui. C'était une exposition à Blaise Senghor. Apparemment, c'était la première sortie de Arfan. Oui, c'était ma toute première exposition. Et je me rappelle cette expo que j'avais fait avec un ami qui s'appelle Mamadou Lam, que je salue au passage. Donc il y avait beaucoup on avait exposé beaucoup d'œuvres qui étaient parrainées par mon ami Biediba aussi, qui est un aîné pour moi, qui m'a appris beaucoup. Une référence qui m'a appris beaucoup de choses. Et déjà à partir de cette expo, j'ai parlé aussi de poésie parce qu'il y a même certains tableaux qui véritablement tentaient de représenter la poésie, c'est-à-dire la matière poétique, parce que la poésie c'est une matière aussi, ce n'est pas uniquement un concept. Donc à travers une peinture que j'avais titrée Le coin du poème, j'avais essayé de représenter véritablement ma compréhension de la poésie à l'époque. Donc durant tout mon parcours artistique, la poésie et la peinture ont toujours véritablement fondu dans une espèce de dialogue qui est là, qui me permet de dire des fois que la poésie, elle est transversale. Elle est transversale à la peinture, mais aussi au cinéma. Dans toute œuvre véritablement artistique qu'on fait, il y a un facteur poétique que l'auteur ou le créateur cherche. Parce que c'est ce facteur poétique véritablement qui permet de créer un peu cette catharsis au niveau de l'œuvre et au niveau de la personne qui la regarde. C'est ça qui touche véritablement l'individu. C'est cette poéticité de l'œuvre d'art que j'appelle le facteur poétique. Donc, que j'écrive ou pas, la poésie, elle est toujours un objectif pour moi, que ce soit dans le film ou dans la peinture. D'accord. Voilà. Arfan est un passionné raisonnable. Bravo pour la persévérance, Dr Massamba Gueye. Nommé récemment directeur du Théâtre National Daniel Sorano. Merci. Arfan, je relis ça, c'est beau, hein? Moi j'aime beaucoup ça. Arfan est un passionné raisonnable. Oui, je connais très bien Massamba, c'est un ami et je le félicite pour sa nomination. Au passage, et je lui souhaite véritablement beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, parce que le Théâtre National Daniel Sorano, quand même, c'est un temple du savoir. Ce n'est pas uniquement pour présenter des œuvres, c'est aussi un lieu de partage de connaissances. Tout à fait. Et je sais que véritablement il sera à la hauteur, quoi. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Merci à Massamba. Que dit ce message? Il y a des couleurs primaires et des couleurs secondaires. Voilà. Ces dernières sont créées à partir d'un mélange des premières citées. Pour avoir des couleurs secondaires, il faut mélanger des couleurs premières. C'est signé Mamoudou Makintop qui t'encourage aussi. Il est à Kolda, où se tient aujourd'hui même le conseil des ministres, après un conseil interministériel hier. Voilà. Lui, c'est un artiste plasticien. Il est à Kédougou. Merci. À Kédougou, hein. Voilà ce qu'il dit. Bonjour, courage et à Arfan. Et j'apprécie l'intervention d'Ngaïdo, voilà, que je trouve exacte. Lui, c'est un artiste plasticien, il est à Kédougou. Il s'appelle Maralo. Voilà, il est
il ne cesse de le dire quand il entend des plasticiens s'exprimer dans les matins de RSI, il est aux anges, il a presque les larmes aux yeux, quoi. Maralo, tu es un artiste plasticien dans le fin fond du Sénégal. C'est pas évident, c'est pas facile à faire. Je le connais pas encore, mais bien sûr. J'espère qu'un jour nous nous rencontrerons. Ils sont importants, ces artistes qui sont dans les régions, parce que c'est pas évident. D'habitude, il n'y a pas d'endroit où on peut présenter, mais quand même, ils croient. Il n'y a pas d'outils aussi, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de lieu d'accueil. Et je pense que ils ont raison d'être là où ils sont, et il faudrait que aussi nous fassions ce travail-là. Moi aussi, je viens de Simal, un village qui est dans la région de Fatick, dans la région du Saloum. Des fois, je vais présenter des œuvres là-bas, sans pour autant attendre à vendre quelque chose que ce soit, mais parce que la peinture aussi, ce n'est pas qu'une marchandise, c'est un outil de connaissance, c'est un outil d'éducation, comme le film. Donc il y a des choses à partager, il faut décentraliser véritablement les activités et la production au niveau des régions. Vous avez utilisé un mot qui me permet de revenir justement sur ce que disait Maralo, artiste plasticien de Kédougou, qui parlait du Salon national des artistes plasticiens, qui dit que est-ce que le ministre peut penser un jour à décentraliser ce salon, aller dans les régions? Oui, ce serait vraiment génial. Et je pense que l'ère du temps dans lequel nous savons, aujourd'hui, le Conseil interministériel et à Kolda, décentralisé. Donc, si le Conseil des ministres et le président peuvent se déplacer dans les régions décentralisées, bon, je pense que les artistes aussi doivent suivre, les institutions de la culture aussi doivent suivre, que ce soit véritablement le Salon national, peut-être même la Biennale aussi. Avec des expos off. Avec des à Kédougou, à Goudiri. Mais des expos off dans au moins les capitales régionales et pourquoi pas dans les villages. D'accord. Parce que l'art quand même c'est important pour véritablement l'éducation des enfants, mais aussi pour la compréhension véritablement de la société, comment ça évolue. Tout cela, les artistes se préoccupent de ça. Bien sûr. Et ce serait important que tout ce fonds de connaissances, de savoir, de production soit partagé de façon beaucoup plus large dans les régions, dans les villages, même les plus reculés du Sénégal. Enfin, en tout cas, merci infiniment. Merci. Merci d'être venu. Arfan Sarr, qui remporte le prix de la MAPI, la Maison africaine de la poésie internationale. C'est dans le cadre des 8e éditions des rencontres poétiques internationales. Arfan, qui est artiste plasticien, qui est réalisateur, vidéaste, mais aussi poète et diplômé des sciences comme les mathématiques, les physiques, chimie et les sciences